Déjà, bonjour Caroline, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Alors, me présenter, oui, donc Stéphanie Abadi, MBA, j'ai travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années dans la santé, à différentes positions, puisqu'en fait, j'ai commencé dans l'univers de la santé en tant que paramédicale, puisque j'étais diététicienne, et j'ai accompagné donc, des patients, que ce soit en institution ou à la maison. Et ensuite, j'ai évolué dans l'industrie de la santé à différents postes. Ce parcours m'a apporté énormément de choses, m'a appris énormément de choses et c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et comment tu es passé du secteur paramédical à des postes de direction? Alors, ça s'est enchaîné petit à petit. Je dirais que, il y a eu, un mélange, peut-être d'opportunités provoquées et de chances, de rencontres dans le parcours. Donc moi, en tant que diététicienne, je suis, partie, il y a donc une grosse dizaine d'années dans une filiale d'Air Liquide en tant que diététicienne qui s'occupait des patients donc en nutrition à domicile. Donc c'est là finalement que je suis arrivée dans l'industrie de la santé, où ce poste était très particulier puisqu'on s'occupe des patients et on va chez eux et on utilise finalement notre communication, notre pouvoir de rentrer en communication avec les patients pour les accompagner et pour les soutenir dans ces moments qui sont souvent assez difficiles. C'est là finalement que s'est opérée la transition avec l'industrie de la santé, puisque de ce poste qui est un poste en lien avec les prescripteurs hospitaliers, je suis passée sur un poste de commercial, donc de déléguée hospitalière qui faisait la promotion des services finalement de mes collègues. Et c'est là que j'ai basculé sur ce poste déjà de commercial, mais qui était finalement un poste qui était toujours là pour convaincre d'amener le meilleur accompagnement aux patients. Donc finalement, cette transition, elle a été au début très douce et quasi naturelle. Et puis ce qui m'a amené à la suite, je dirais que c'est aussi une curiosité et toujours une envie d'entreprendre et d'aller trouver des projets, des solutions pour améliorer les choses. Alors améliorer les choses, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être améliorer, trouver des solutions pour les patients, ça peut être trouver des solutions pour les médecins, pour les collaborateurs. Et au final, c'est un petit peu ce qui a drivé toute ma carrière jusqu'à des postes de direction commerciale et stratégique, puisque j'ai toujours essayé de lier la performance de l'entreprise, qui peut être une performance financière et extra-financière, à l'amélioration de solutions, que ce soit pour les clients, donc les médecins, les prescripteurs, au final les patients, mais aussi les équipes avec lesquelles je travaillais, donc soit des collaborateurs directs, soit des collaborateurs transversaux. Et c'est comme ça finalement que le chemin s'est fait petit à petit. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire cet executive MBA? Alors, cet executive MBA, moi, je l'ai vu comme une mi-temps dans ma carrière. La première mi-temps, c'est un petit peu celle que j'ai décrite, hein, où finalement, j'ai évolué dans beaucoup de fonctions différentes. J'ai appris énormément de choses de façon empirique. J'ai aussi apporté des choses, mais de façon très empirique. Et j'avais envie, derrière toutes ces expérimentations, de m'apporter et d'apporter aux autres un petit peu de structure et de théorie. Donc c'est premièrement ce que je suis allée chercher dans le MBA. Et la deuxième chose aussi, c'était me renourrir d'études, d'un aspect vraiment purement intellectuel. La troisième était quelque part de me mettre au goût du jour. On est dans un environnement qui évolue très vite. Il y a des choses qu'on a appris quand on était encore étudiant ou qu'on a pu apprendre en formation professionnelle. Et j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une plus grande image à aller chercher. Et donc, c'était essayer de comprendre ce monde qui évolue très vite et essayer de mieux m'inscrire dans le futur de ce monde, dans mes futures fonctions et dans mon futur impact professionnel et personnel. J'ai pas été déçue. T'as pas été déçu? Alors, partage avec nous là, tes plus grands apprentissages ou transformations. Qu'est-ce que ce programme a apporté en fait à ton leadership ou à ta vision stratégique?
Alors, les plus grandes transformations, c'est peut-être celles que j'étais pas forcément venue chercher au début, puisque c'est peut-être Oui. celles que je ne connaissais pas. Donc, c'est toujours, mais c'est finalement le meilleur dans chaque expérience, c'est cette part d'inconnu que finalement on arrive à embrasser à côté, bien évidemment, des choses qu'on était venu chercher. Donc, le plus gros apprentissage, bah, c'est, je pense qu'on a démarré un peu pareil. On démarre très fort généralement avec les futurs durables et donc la pratique de la prospective. Et là, on est vraiment propulsé très vite, très loin. Et nous, on a été propulsé très loin puisqu'on a fait un projet pour des entreprises aéronautiques. Donc, en fait, on est parti dans l'espace dans tous les sens du terme. Donc, donc le projet était vraiment bah, de l'inconnu. Ça nous sort de notre zone de confort puisqu'on va travailler pour des choses qu'on ne connaît pas en pratiquant des principes qu'on ne connaît pas non plus. Je dirais que moi, la prospective, ça a été vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Je suis curieuse de nature. Mais les fonctions souvent de dirigeants commerciaux te disent de commencer avec la fin en tête. Eh bien là, on dit non. On va essayer d'aller explorer tous les signaux faibles, les tendances fortes, et on ne part justement pas avec la fin en tête. Et c'est, je trouve, une balance et un équilibre à avoir qui est hyper important. Après ce module-là qui a été vraiment hyper inspirant, hyper formateur et qui nous a aussi soudés parce que finalement on était tous dans un environnement où on a été vraiment propulsés. Donc ça, c'était aussi chouette pour le groupe. Derrière, ça a été la pratique du design thinking qui est un peu dans la même idée où on va mélanger, donc aller chercher vraiment la divergence des idées, aller vraiment explorer sans but. Et c'est le but, d'aller explorer sans but, pour après revenir au contraire sur quelque chose de très précis et retravailler finalement cette approche de design et cet équilibre entre divergence et convergence, qui moi m'a apporté un vrai équilibre par rapport au focus, alors que je maîtrise bien. Et voilà, et ça a apporté vraiment ces deux choses-là. Donc ça, c'était la cerise sur le gâteau, je dirais, mais qui est vraiment très marquante. Et après, bien évidemment, des choses très structurantes autour de la stratégie, de la performance et de la conduite du changement aussi, qui me paraît être quelque chose dans lequel je vais, je pense, revenir puiser extrêmement régulièrement. Ouais, très bien. Et je rebondis sur ce dernier point où on parle beaucoup d'approche centrée sur l'humain. Toi, concrètement, ça se traduit comment dans ta manière de diriger des équipes ou de bâtir des partenariats? Bah, pour moi, l'humain, c'est, alors que ça soit dans le monde pro et dans le monde perso, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est enfin, j'ai fait une carrière dans la santé et au début, vraiment pour prendre en charge directement, prendre soin des gens, donc c'est vraiment quelque chose qui me drive et en tant que manager et dirigeant, c'est aussi quelque chose qui pour moi est très important. La performance et le succès sans, l'épanouissement et le développement des équipes et des individus dans l'équipe, pour moi, c'est pas complet. Donc, c'est aussi quelque chose que je suis venue chercher dans le MBA, c'est comment arriver à harmoniser et à potentialiser tout ça. Et c'est quelque chose que je garde et je repars du MBA encore plus convaincue qu'avant. C'est que allier performance et bienveillance, c'est un peu la recette magique. Puisque quelque part, si on arrive à faire performer un projet en ayant bien pris en compte toutes les parties prenantes, donc tous les interlocuteurs qu'on va avoir dans le projet, que ça soit des collaborateurs, des clients, les collaborateurs des clients aussi. Généralement, quand on arrive à dessiner une solution qui satisfait tous ces groupes-là, on arrive à quelque chose de très pérenne. Et je l'ai testé, donc encore une fois de façon empirique, et c'est des choses qu'effectivement on a pu retrouver dans nos cours. Et je me dis, ben ouais, ben effectivement, ça a marché une fois, mais quelque part, c'était peut-être pas un hasard. Et C'est ça j'espère que j'allais dire. surtout pouvoir le refaire. Génial. Donc, c'était un secret sauce. Alors, la bienveillance et puis amener tout le monde dans le projet. C'est ça. Très bien. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Formidable. Si on parle de stratégie commerciale, comment tu as pu positionner ta division comme leader sur le marché ou comme acteur fort sur le marché?
Alors, en fait, ça a été. Alors, c'est une approche assez classique. Alors, encore une fois, que moi j'ai un peu mise en place de façon assez intuitive, puisque c'était ma première expérience de management, et finalement qui s'est retrouvée consolidée par les apports du MBA. En fait, donc quand je suis arrivée, j'ai déjà essayé de comprendre et d'analyser l'environnement. L'environnement, c'est le marché, les produits, les concurrents. Dans la santé, on est quand même dans un environnement complexe où on a des prescripteurs, des payeurs, un système de remboursement, des besoins et des politiques aussi de santé qui mettent plus ou moins en avant certains aspects de la santé. Donc, essayer de comprendre comment la gamme que je dirigeais se positionnait par rapport à tout ça. Donc, quels étaient les enjeux du marché, comment elle était positionnée aujourd'hui et comment finalement nos clients étaient organisés. Donc là-dessus, l'ingrédient clé, ça a été la communication et l'écoute. Ça a été, dans un premier temps, aller écouter les clients, aller les écouter, les comprendre. Et finalement, être assez nouveau dans le secteur, ça permet d'arriver et de dire, OK, expliquez-moi, racontez-moi, euh, qui êtes-vous, comment vous opérez, de quoi vous avez besoin, mais aussi de faire la même chose avec les équipes, avec les collaborateurs, alors qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour essayer vraiment de comprendre tout l'environnement. Et après, une fois qu'on a toutes ces informations-là, mes meilleurs amis, ça a été les business analysts, parce que tout ça, faut en faire, de toutes ces données, il faut arriver à faire des informations. Et à partir de ces informations et des liens qu'on a créés avec les gens avec qui on a communiqué, arriver à comprendre où est-ce qu'on peut se positionner le mieux. Il y a pas de produit parfait, il n'y a pas de solution parfaite, il y a juste des solutions qui rencontrent un segment de marché. Et donc, il faut aller identifier finalement les segments les plus adressables, ceux qui seront le plus en besoin, en demande et satisfaits par notre solution, aller les identifier et aller identifier peut-être là où on n'est pas encore positionné. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi avec pas mal d'infos et de recul, à se rendre compte qu'il y avait quelques segments sur lesquels on correspondait très bien et sur lesquels on n'était pas encore très bien positionné. Et ça a permis derrière de mettre en place une segmentation, des plans d'action. Et ces plans d'action, ils ont été mis en place alors au niveau national, mais aussi par région, puisque le but, j'avais des commerciaux très expérimentés dans mon équipe. Ça a été de travailler en collaboration avec ceux qui étaient prêts pour la collaboration et de dire, OK, donc maintenant qu'on a identifié tout ça, maintenant qu'on a toutes ces infos posées, comment toi tu irais? Et c'est aussi quelque part cette collaboration et cette co-création qui marche parce que généralement, les commerciaux connaissent leurs clients. Très bien, mais c'est très intéressant. Et pour notre audience, si tu devais leur donner en fait un tips ou leur dire quel type de compétences stratégiques était vraiment essentiel pour un dirigeant, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, L'empathie, la mise en écoute d'abord, vraiment essayer de comprendre au maximum le, l'environnement dans lequel on est. Alors, je dirais que moi, j'avais la difficulté et la facilité, c'était un nouvel environnement. Donc, j'étais obligée d'aller écouter. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour un leader qui a passé 20 ans dans le même secteur, peut-être que c'est un moment de se remettre en écoute parce que le secteur n'est peut-être plus le même. Au bout de 20 ans, je dirais qu'un des enseignements clés du MBA, tu as dû avoir le même, c'était que tout business model avait une date d'expiration, la petite bouteille de lait avec la date d'expiration. C'est de se dire, oh, peut-être que ce qui a marché ne marche plus ou marche moins bien. Peut-être que les enjeux, le marché ont changé. Et ça, je pense que pour moi, ça a été un apprentissage aussi au fil des années. Alors, j'étais dans un milieu qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup consolidé. Donc, on a suivi nos clients, mais je pense que quelque part, ce qui a aussi bien fonctionné, c'est de comprendre qu'on accompagnait des personnes qui étaient en changement. Et finalement, la conduite du changement, parfois, elle n'est pas qu'en interne, elle est aussi comment se poser en partenaire de nos clients qui sont eux-mêmes dans un environnement mouvant en disant, allez, on va vous écouter, on va voir comment on peut faire évoluer les solutions avec vous. Ça, je pense que c'est assez clé et d'accompagner les collaborateurs là-dedans en disant, tout bouge, c'est normal. Peut-être que ce qui bouge pas trop, c'est notre collaboration à nous. Et tu dirais qu'il y a des outils ou une méthode qu'on aurait appris là pendant le MBA qui, pour
toi, te semble essentiel à connaître ou à mettre dans les mains des dirigeants pour justement peut-être faire comprendre en fait que les business models sont dans des environnements mouvants et qu'il faut adapter ça, ou d'autres choses? Alors c'est quelque chose que j'ai conseillé il y a pas longtemps à une amie qui a une start-up, c'est, de reprendre alors un outil qu'on connaît pas mal, qui est le business model Canva, mais de se replonger dedans et de se demander régulièrement: «Est-ce que c'est toujours ça?» Mais vraiment, et quelque part, peut-être même de le faire avec certains collaborateurs en se disant: «Voilà, on s'était positionné comme ça et comme ça». Alors bien évidemment, c'est nourri par d'autres choses, hein. Alors, classiquement, on a le Pestel, pour, avoir tout l'environnement, toute l'analyse externe. Mais c'est justement de se repositionner régulièrement sous ces outils classiques. Ces outils fonctionnent pas juste une fois tous les 5 ans ou une fois à la création d'une entreprise. C'est des outils, je pense, sur lesquels il faut revenir. C'est des bases, mais à un moment, c'est une photo. Et aujourd'hui, les photos deviennent très, très vite, des photos, doucement vintage, en fait. Donc Exactement. voilà, il faut faire évoluer, faut regarder cette dynamique, et la conduite du changement derrière, bah, elle est perpétuelle, en fait. Donc vraiment arriver à maîtriser ces outils de pour amener, voilà, pour le faire bouger le mieux possible. Et toujours pour ces outils, y mettre euh, une date de péremption. Je reviens sur ce que tu disais, mais des outils, rappelle-toi, on a beaucoup appris le fait qu'il fallait qu'un Canva ou un Pestel, ce soit sur une durée de 2 ans, 3 ans, mais que ce soit déterminé. Parce que si on C'est n'y ça. met pas en fait de date, c'est périssable en fait ces outils-là. Mmh, Donc bien toujours mettre une date, et puis la géographie aussi est important. Est-ce qu'on se clairement. positionne en France, dans le monde, pour que tous les Mmh, outils et tout le travail qu'on va faire sur un business plan soient cohérents de bout en bout. ouais, Mais je partage tous tout à fait. tes points. Mmh mh. Ok, merci Stéphanie. J'ai pu observer que tu étais un membre actif d'un collectif. Est-ce que Oui. tu veux nous en parler? Alors, je fais partie depuis quelques années effectivement du collectif, Femmes de santé, que j'ai découvert, sur les réseaux sociaux, pas que peu de temps finalement après sa création. Ce collectif m'a attirée, puisqu'il, œuvre pour améliorer la santé des femmes et la place des femmes dans la santé. C'est 2 sujets qui me tiennent à cœur. Je suis une femme qui travaille dans la santé et je suis une femme qui a forcément besoin de soins, puisqu'à un moment, on est tous, patients, ou on a tous besoin, de prendre soin de sa santé. La santé des femmes, j'y étais, pas mal sensibilisée en travaillant, donc chez Eologic, qui a plusieurs divisions qui sont vraiment très axées sur la santé de la femme. J'y ai été, sensibilisée aussi en tant que personne, en tant que femme, en tant que maman. Et bah, effectivement, comme dans tout secteur de la santé, il y a des choses à améliorer, à prendre en compte, dans l'expérience patient, et donc bah, précisément dans l'expérience de la femme, dans l'expérience patiente dans la santé. Donc ça, c'est un sujet particulier, et la place des femmes dans la santé, comme dans tout secteur professionnel, c'est quelque chose qu'il faut, envisager et prendre en compte, et pour moi, l'égalité homme-femme, heu, dans le secteur professionnel était aussi quelque chose qui était très importante. Et ma place dans ce collectif, je l'ai trouvée sur une idée vraiment d'amélioration de ces 2 aspects, mais une amélioration dans la toujours, enfin, un petit peu comme, ce que je disais tout à l'heure, dans la collaboration et dans la bienveillance. C'est comment on peut, tous ensemble, faire en sorte que ces 2 aspects-là s'améliorent. Et quel type d'initiative ou de changement tu aimerais voir pour une meilleure inclusion de la femme? Les types d'initiatives que j'aimerais y voir, c'est une collaboration homme-femme pour œuvrer dans ce sens. Pour moi, c'est pas un travail de femme, c'est un travail de société. D'œuvrer, à, comment amener cette cohésion, comment amener cette collaboration, comment amener des prises de conscience au pluriel et au sens large, autant du côté des hommes que des femmes, que de la société au sens large, sur effectivement une meilleure harmonie, une meilleure, oui, cohabitation, des hommes et des femmes, dans tous les aspects de la société aujourd'hui.
Est-ce que tu as déjà participé peut-être à un colloque ou vu des initiatives qui t'ont inspiré justement et qui dit, bah, tiens, aujourd'hui, ça, il faut vraiment l'implémenter dans les boîtes pour qu'on ne se pose plus la question si une femme a mérité son poste ou pas? Alors, il y a effectivement pas mal de choses. Donc, il y a deux initiatives auxquelles moi j'ai participé directement. La première, en fait, j'ai amené le collectif dans l'EM, puisque on avait la possibilité de proposer des associations pour une journée de hackathon. Et donc, on a travaillé en tant que cohorte sur deux sujets pour femmes de santé. Et le sujet sur lequel moi j'ai travaillé, c'était comment aider une entreprise à créer une cohabitation et une cohésion positive homme-femme au, dans la perspective d'améliorer, d'être au service des salariés, donc d'améliorer finalement la condition des salariés, mais pas que des femmes, des salariés, mais aussi la performance de l'entreprise. Et en fait, on a travaillé, c'était super, on a passé une super journée. Il y a eu beaucoup de prise de conscience des deux côtés, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, prise de conscience du côté, que ce soit homme, femme, mais aussi groupe d'hommes et de femmes ensemble. Et ça a été, enfin, on a sorti des solutions qui étaient plutôt intéressantes, qui étaient vraiment très chouettes. Et la deuxième, elle est beaucoup plus récente. La deuxième, elle est, donc j'ai participé aux États généraux annuels de femmes de santé il y a quelques jours, et il y avait un atelier, et l'atelier que j'ai choisi, c'était rôle et place des hommes dans la promotion de l'égalité dans le secteur professionnel de la santé. On était des hommes et des femmes, et c'est pareil. Donc on a passé 2 ou 3 heures ensemble, et c'était. Je trouve que c'est des ateliers qui sont très riches parce que ça permet vraiment de partager les points de vue, et on est. Enfin, c'est même pas de la confrontation, c'est vraiment du partage d'expérience et du comment on peut s'aider. Les hommes qui étaient là disaient, mais en fait, comment on peut faire? Parce que même nous, parfois, on est un peu démunis. Euh, et voilà, donc c'est vraiment cette partie-là que je trouve intéressante de C'est pousser. quasiment de Euh, l'éducation et ça permet effectivement de diffuser la bonne parole. mm. Est-ce que lorsque tu as présenté ça, que ce soit dans le groupe exécutif MBA ou dans Femmes de santé, est-ce que tu sais comment les choses vont être implémentées derrière? Est-ce que des gens vont prendre justement cette initiative à cœur et vont pouvoir l'implémenter dans leur boîte ou ça ira par petits pas? Là, pour le moment, il y a des recommandations générales qui ont été données. Ces recommandations, elles servent de base de travail à une start-up qui s'appelle Ashkind et qui met en place des formations justement pour l'égalité homme-femme en entreprise et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Donc, en fait, le résultat de ces ateliers, généralement, leur servent à avancer dans leur proposition de formation. Écoute, je te remercie. C'est un partage en fait vraiment très très intéressant, ce point sur les hommes et les femmes au travail. Donc merci pour ce travail-là et ce partage. Si on revient maintenant sur les travaux collectifs de l'exécutive MBA, est-ce qu'il y a des projets, même si on a parlé un petit peu au démarrage de cette interview, est-ce qu'il y a des projets collectifs qui t'ont le plus marqué Alors, dans avec les des projets, camarades, par exemple? Est-ce que oui. l'implication avec les autres, c'est quelque chose qui était important pour toi? Enfin, voilà. Très. Moi, j'adore travailler en groupe. Je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Je Voilà, je trouve que vraiment le à plusieurs on est meilleur, est vraiment quelque chose, voire même ensemble on est meilleur. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Le fait qu'on ait des travaux, en commun sur chaque module, permet de travailler sur des sujets très différents. Donc les thématiques sont très différentes puisqu'on est toujours sur des entreprises, qu'on ne connaît pas forcément, sauf quand on apporte la sienne. On travaille avec des groupes différents, donc on va dire que le travail, enfin le module où on a appris les dynamiques d'équipe, eh ben, en fait, on le pratique quasiment à chaque fois puisqu'on est, alors on finit par se connaître, mais finalement la dynamique de groupe est à chaque fois différente. Donc je dirais que dans les travaux de groupe, déjà, ce que j'ai adoré, c'est ça. Donc sur tous les travaux de groupe. Après, les travaux qui m'ont peut-être le plus marqué, donc forcément le premier, hein, où on est parti dans l'espace, sauver la planète. Donc c'était pas mal. Ensuite, on a fait pour les business models, les nouveaux business models, on a travaillé sur le modèle de Cartier. Et je trouvais ça, alors bon, forcément, Cartier, c'est une entreprise qui fait toujours un peu rêver, mais c'était très très intéressant d'essayer de propulser dans le futur et dans des business models alternatifs
quelque chose qui semble un peu figé dans le marbre. On a vraiment cette image de quartier, de quelque chose de très traditionnel, de très immuable. Et finalement, il fallait préserver ça et sortir de ça pour aller proposer des alternatives. Et c'était vraiment très sympa. Le hackathon, bon, alors forcément les sujets me passionnaient, mais finalement, ces journées de hackathon et ce qu'il en est ressorti sur tous les sujets, qui étaient vraiment comment utiliser tous les outils de performance au service d'un impact, de maximiser un impact sociétal, environnemental, et la satisfaction profonde qu'on en a tous eue. Quelque part en mettant bien en avant ce côté inspirant et vraiment travailler pour de l'impact, même avec des outils très classiques, à quel point ça nous a satisfaits tous. Et ça, c'était vraiment Et, génial. Tu as développé évidemment des compétences opérationnelles, stratégiques, même si tu avais déjà une forte base. Comment tu t'es retrouvée en fait en tant que leader et dirigeante au sein de groupes de travaux qui duraient 2, parfois 3 mois, où l'on s'appelait en visio, les soirs, les week-ends? Comment ça fonctionnait entre finalement leaders? Parce que c'est des travaux de groupe, par exemple, on était Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, parfois plus. Comment tu prenais ta place ou comment un groupe de leaders fonctionne ensemble pour que ça marche? Alors ça peut fonctionner de façon extrêmement différente en fonction des groupes et peut-être que c'est, là-dessus justement qu'il faut arriver à apprendre une agilité et une adaptabilité qui sont, des choses, assez clés aujourd'hui, en entreprise. Ça s'est toujours globalement bien passé. Je crois que j'avais un rôle plutôt, structurant. C'est ce qui s'est retrouvé assez régulièrement et ce qui a pu ressortir des feedbacks qu'on s'est fait après dans les travaux de leadership notamment, plutôt propulseur et structurant. Euh, J'aime bien voir les idées émerger et j'aime bien qu'on puisse les développer tous ensemble. Très bien, super. Tu me rappelles, tu t'en souviens de ton profil MBTI? Mon profil MBTI, il était très partagé sur introverti, extraverti. Il était très structuré. Ouais. Je me souviens plus exactement des autres. Non, mais en tout cas, le côté structurant Ouais. revenait fort. Ok, Oui, non, génial. le côté structurant revient voilà, très souvent. C'est pour ça que je suis Et, l'amie des business analysts. ok. Et lors de l'exécutive MBA, on est amené à lire pas mal de livres, Ouais. de documentation, etc. Est-ce que toi, il y a peut-être une lecture ou deux, j'en sais rien, qui vraiment t'a marqué ou t'a aidé, enfin, qui en tout cas gravé, resté dans ta mémoire et qui t'aideront demain? Euh, ou pas du tout, d'ailleurs. Tu pourrais très bien ne pas avoir aimé les livres qu'on t'a donné à lire, j'en sais rien. Alors, déjà, j'ai une bibliothèque, je pense comme beaucoup, pour quelques années de livres achetés, recommandés et non lus. Déjà. Donc, ceux-là, je ne pourrais pas en parler à part d'être allée lire le résumé rapidement, mais à venir. Voilà. Donc, par contre, dans ceux que j'ai lus, alors peut-être ceux qui m'ont attiré le plus rapidement et le plus intensément, il y a Le Gorille Invisible Je sur ne connais pas. sur les biais cognitifs. Globalement, il amène à beaucoup réfléchir et il te dit à quel point ton cerveau peut te jouer des tours. Donc il est assez sympa, assez déstabilisant aussi parce qu'à la fin tu te dis ok mais qu'est-ce que je peux croire? Mais ça peut amener à comprendre aussi pourquoi il y a des gens qui sont persuadés dans certaines situations. Enfin voilà, c'est sur le biais de confiance, le biais de voir ou de vraiment sélectionner quand notre cerveau fait un focus. Ça, c'était vraiment très chouette, mais même d'un point de vue personnel. Après, un que j'ai beaucoup aimé, c'est Alerte sur la banquise. Alerte sur la banquise, je crois que je le conseillerais vraiment à beaucoup de mes collaborateurs. C'est un tout petit livre sous forme de fable qui, en fait, met en situation la conduite du changement avec vraiment des personnages très stéréotypés, mais c'est vraiment c'est reprendre un cours sur la conduite du changement Très avec des bien. manchots qui sont sur un iceberg qui est en train de fondre. Donc, c'est assez d'actualité. Et en fait, ça permet vraiment de décentrer l'objet du changement
et quelque part d'amener ça de façon assez ludique, assez décentrée, pour pouvoir se dire dans un contexte peut-être de changement, bah, ok, voilà ce qu'on va essayer de voir. Et moi, je me verrais bien plus tard dire, ok, là, dans les manchots, qui on a dans le groupe en fait? Parce qu'on a des choses assez caricaturales, dans le bon sens du terme, hein, plutôt du cliché de qui est le vecteur du changement, qui est celui qui a peur du changement, etc. Et non, non, ça c'est une chouette lecture, et puis c'est un tout petit bouquin, donc on peut le conseiller sans faire un mauvais cadeau en disant, tiens, voilà, 350 pages en anglais, vas-y, amuse-toi. Voilà, donc celui-là est plutôt chouette. Et le dernier que j'ai plutôt vu dans le bridge intrapreneuriat et innovation, alors il y en a plusieurs, c'est des livres sur le concept d'effectuation. Et l'effectuation en période de changement et pour amener l'agilité, le concept paraît tellement clair une fois qu'on a les cinq clés du concept qu'on se demande pourquoi c'est pas fait plus souvent. Mais effectivement, c'est quelque chose à sûrement utiliser plus tard. Voilà. Ou à conseiller aux personnes qui seront dans mon équipe. Ouais, ouais. Et très bien, le concept de l'effectuation, c'est Philippe Zilberstein de l'EM Lyon 1 qui en parle beaucoup. Qui en parle beaucoup, et on a pu rencontrer donc dans le bridge donc intrapreneur, Marc Evangelista de l'Innovation Lab de Michelin, qui en parle aussi beaucoup et qui en parle très bien, qui a fait plusieurs livres dessus, et qui explique comment ça a pu servir la performance de Michelin et l'innovation perpétuelle chez Michelin. Bon, écoute, Et tu me c'est donnes envie de vraiment lire, très chouette. hein. Je pense que je vais Eh ben m'offrir top. un beau cadeau pour Noël. En tant que dirigeante ouverte, j'imagine, à de nouvelles opportunités stratégiques, quel type de projet ou de défi te passionnerait aujourd'hui? Plein. Je suis curieuse, donc plein. Je crois que définitivement, ma passion, ça restera le milieu de la santé, puisque c'est un milieu dans lequel on peut avoir un impact pour l'humain. Mais quelque part, c'est aussi trouver une prochaine opportunité, un prochain challenge qui me permettra d'avoir aussi de l'impact dans l'entreprise dans laquelle je serai et pour les collaborateurs avec lesquels je serai. Pas forcément, enfin, pour moi, collaborateur, c'est au sens large, c'est les personnes qui peuvent être dans mon équipe directement, mais aussi les personnes avec qui je peux collaborer en transverse. Donc, c'est effectivement un poste où il y a la possibilité de dessiner une stratégie qui pourra allier performance et bienveillance, parce que ben voilà, je suis encore plus convaincue qu'avant que c'est possible. Et vraiment arriver à apporter ça, que ça soit dans une business unit de groupe international, ou pour amener peut-être une start-up à l'étape de commercialisation. Je me suis rendu compte dans mes recherches qu'il y avait énormément de super bonnes idées. Mais c'est le principe de l'innovation. Il y en a aussi beaucoup qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Et alors pour plein de raisons, mais il y en a une qui est que parfois la commercialisation, le passage vraiment en accélération et en mise sur le marché est quand même une étape cruciale, qui n'est pas forcément une étape qui est maîtrisée par les créateurs ou les fondateurs qui sont souvent très scientifiques et très techniques. Et clairement, ça, c'est mon domaine de compétence et c'est mon domaine d'expertise. Donc voilà, c'est vraiment peu importe la taille du groupe, c'est amener un beau projet, l'amener à se développer, à se positionner sur le marché pour apporter des solutions et de la performance aussi aux clients potentiels et des solutions pour les patients. Spécifiquement, tu parles de patients, spécifiquement dans le domaine de la santé et de l'innovation? J'aime beaucoup. Ça peut être autre chose, mais j'aime beaucoup, vraiment. Et avec justement, pour bien connaître ce domaine, il y a quand même des transformations qui sont Ouais. ultra rapides, très Mm. régulières, très fortes. Comment tu vois l'évolution en fait des rôles des dirigeants dans ces industries-là? Arriver à prendre aujourd'hui plusieurs virages, qui sont des virages que j'ai abordés dans mon mémoire, puisque piqué par le virus de la santé, forcément, mon mémoire est autour de l'industrie de la santé. Je pense qu'il y a plusieurs virages qu'il faut arriver à combiner, à potentialiser. Il y a des gros virages technologiques aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas cantonner au milieu de la technologie et de la performance technologique, juste pour de l'innovation. Il y a un autre grand courant qui est aujourd'hui le patient, qui s'élève comme une vraie voix active et acteur de sa santé.
Et quelque part, il faut arriver à combiner le fait d'entendre et de comprendre ce besoin des patients, ce besoin des soignants, donc qui est un besoin humain. Et on sait qu'aujourd'hui, les soignants aussi ont des besoins qui changent et qui évoluent. Et arriver à combiner la performance technologique qu'on peut avoir aujourd'hui, qui n'existait pas avant, avec les besoins changeants de ces parties prenantes humaines et aussi des collaborateurs qui travaillent dans la santé. Les collaborateurs qui travaillent dans la santé sont comme beaucoup d'autres, ils ont besoin de sens. Et dans un secteur comme la santé, on a encore plus besoin de porter du sens. Donc, portons-leur, mais même jusqu'au plus profond des entreprises, le sens qu'ils ont, montrer peut-être à un technicien ou à quelqu'un qui travaille en logistique ou à quelqu'un en R&D quel est le but final et quelle est l'utilisation finale et quel est le témoignage de quelqu'un qui utilise ces produits. Je trouverais ça hyper fort et hyper impactant et quelque part très motivant. Je dirais que voilà, le virage, il est technologique, mais il ne faut pas qu'il soit que technologique. Et il est qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes du système de santé ont besoin d'être écoutées. Et le fait de toutes les écouter apportera vraiment des solutions pour tout le monde. Un médecin prescripteur, un soignant, si son patient est satisfait, si son patient a un besoin qui est comblé, est forcément potentiellement un client satisfait. Et quel conseil donnerais-tu aux femmes aspirant à des postes de direction dans ces secteurs aussi compétitifs? Alors, faire quelque chose que je ne fais pas encore très bien, ne pas attendre de cocher toutes les cases pour postuler quelque part. Se faire confiance et se créer un vrai cercle de confiance, un cercle rassurant. Après, ça, c'est ma personnalité, mais un cercle mixte. Les cercles de femmes, c'est très bien parce enfin, il y a une compréhension, mais je pense qu'en fait, il faut avoir un vrai socle humain, même dans l'entreprise ou dans le réseau professionnel et paraprofessionnel, et ne pas avoir peur d'y aller. Foncer, oser. Oser, vraiment oser. J'espère que beaucoup de femmes vont t'écouter et t'entendre. Ben, merci, j'espère aussi. J'espère que ça leur apportera quelque chose surtout. Alors, qu'est-ce qui ou quoi t'inspire en ce moment au quotidien là, pour continuer à exceller dans tes différents rôles? Qu'est-ce qui m'inspire? Toutes les expériences que j'ai pu voir. Donc, mes 2 dernières années ont quand même été beaucoup rythmées par le MBA, les choses que j'ai pu voir et entendre à l'EM. Je dirais que ça me permet aussi de m'ouvrir sur autre chose que le domaine de la santé, partager effectivement le domaine de la santé avec d'autres, mais s'ouvrir aussi sur d'autres horizons. Je dirais qu'actuellement, c'est ce qui me nourrit. Euh, la pile de bouquins dont on parlait aussi tout à l'heure, voilà, continue à me nourrir petit à petit. Et c'est le réseau que j'ai pu créer au travers des rencontres. Alors, de l'EM, du collectif Femmes de Santé, du club santé, donc des alumni, où on a vraiment des rencontres très diversifiées, passionnantes et sur lesquelles on peut avancer. Mes prochains projets, qui vont continuer à me nourrir aussi. Alors, à côté du prochain challenge professionnel, c'est m'engager dans du mentoring d'étudiants. Et je vois vraiment ça comme un échange. Clairement, on va apporter une expérience, mais ils vont nous apporter leur vision du monde avec 20 ans d'écart. Et je pense que c'est quelque chose dont un dirigeant doit aussi se nourrir pour continuer à comprendre dans quel environnement on est. Et l'étape après, ça sera très certainement essayer d'aller conseiller des entreprises dans des conseils d'administration. Très bien, beau programme. Pour conclure, Stéphanie, est-ce que tu aurais un dernier message principal que tu aimerais transmettre, je sais pas, soit aux femmes, soit aux dirigeants en devenir? Alors il y avait performance et bienveillance, hein, j'y crois, voilà. Et une phrase qui m'est venue, on va dire sans trop la travailler, c'est que selon moi, la volonté sincère et authentique d'un impact positif, c'est un puissant catalyseur de performance. Et je me suis dit que j'allais la garder et continuer à y réfléchir.
dire merci